Le CCRF Moussa Diakité de Kati dispose désormais d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation et administratif, le tout équipé d'un plateau technique adéquat pour assurer la prise en charge des patients. L'infrastructure inaugurée hier fait partie des œuvres sociales du président de la transition. Comment répondre correctement aux besoins d'assistance alimentaire courant 2023? Les membres du cluster sécurité alimentaire des régions de Tombouctou et de Taoudéni réfléchissent sur la question. C'est au cours d'un atelier régional de planification conjointe de la réponse de l'État et de ses partenaires. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le centre de santé de référence Moussa Diakité de Kati a un nouveau bâtiment d'hospitalisation et administratif. C'est là grâce au président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Cerise sur le gâteau, le tout est équipé d'un plateau technique adéquat pour assurer la prise en charge des patients. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Aridou Matina. Appelé à l'époque assistance médicale indigène, le centre de santé de référence de Kati, malgré quelques réalisations faites par le conseil des cercles de Kati, avait besoin d'un véritable accompagnement pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la ville garnison. Et ces choses faites désormais grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Le CCRF Moussa Diakité de Kati dispose d'un bloc administratif flambant neuf, comprenant plusieurs bureaux équipés et d'un bâtiment d'hospitalisation de 13 salles avec équipement dont 2 salles VIP. Son Excellence Assimi Goïta ana baraka ɲɔgɔn an b'u fo a ye nin min kɛ an katikaw ye a diyara an ye a bɛnna mɔ ne yɛrɛ a ye ne hakili lajigi en 63 nin bâtiment kelen de tun bɛ yan ne tun bɛ to k'an tɔgɔ sɛbɛn récréation la an bɛna siro min yan nɔ donc n'a ni o nana kɛ nin bâtiment bɛɛ ye yan aw sababu la an bɛ ala barikada. On en avait besoin. Ce besoin était un besoin criard ici. C'est des bâtiments du temps colonial. Aujourd'hui, nous avons de l'espace. Nous avons des unités qui manquent dans ce centre. Unité de pédiatrie, on n'en a pas. Qui est excessivement important aujourd'hui pour la ville de Kati. Les travaux effectués au CCRF de Kati dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État confortent la vision du département en charge de la santé, engagé dans un vaste processus de réforme sanitaire, cela sous le leadership du président de la transition. Je peux dire que le CCRF de Kati a fait un grand pas grâce à l'œuvre sociale du président de la transition dans des soins de qualité accessibles géographiquement. Tous les CCRF du Mali seront comme ça et je remercie le chef de l'État parce que ici, Kati, c'est vraiment un centre stratégique. Nous savons ce que Kati fait dans la prise en charge des malades, dans la prise en charge des blessés. Et encore une fois, j'ai rendu hommage à celui dont nous voyons l'image ici, que son âme repose en paix, ainsi que les âmes de tous nos défunts, de toutes les victimes civiles et militaires de cette guerre barbare. Les œuvres sociales du président de la transition, alhamdoulilah, nous sommes à peu près bientôt 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, on a eu à donner le sourire à des millions de Maliens. C'est une entreprise malienne SCC BPT qui a assuré le maître d'ouvrage de cette importante réalisation qui va renforcer le plateau technique du CCRF Moussa Diakité de Kati au bonheur de la population. On a commencé par la construction d'un bâtiment d'accueil et d'administration composé de 13 bureaux avec une très grande salle de réunion de plus de 70 places. Donc après, il y a eu, on dirait, la modernisation du bloc de chirurgie, donc, qui était vraiment délabré, puisque le personnel même du CCRF est satisfait, donc nous aussi on est satisfait. Aujourd'hui, vous avez vu avec nous, ça c'est sur 2 générations, 2 voire 3 générations, le problème du bloc administratif est déjà réglé pour Kati. Donc remercier le président de la République, le colonel, son excellence, le colonel Assimi Goïta. En tout cas, nous serons éternellement reconnaissants. L'œuvre sociale du président de la transition, depuis sa mise en œuvre, ce sont des milliers de tonnes de vivres pour les populations. Plus de 300 fourrages un peu partout à travers le pays, des ambulances, des tricycles, des équipements médicaux, 3 unités de dialyse en commune 4, 5 et au génie militaire et également la prise en charge de 16 agents de santé en formation en dialyse au Maroc.
Les membres du cluster sécurité alimentaire des régions de Tombouctou et de Taoudéni sont en conclave autour d'un atelier régional de planification conjointe de la réponse de l'État et des partenaires pour le secteur de la sécurité alimentaire dans les deux régions. Objectif, contribuer à une planification détaillée afin de répondre correctement aux besoins d'assistance alimentaire et appui courant 2023. Le lead du cluster est assuré par le programme alimentaire mondial. Nadim Babassissé. Cet atelier régional de planification conjointe de la réponse des acteurs de la sécurité alimentaire regroupe les services techniques des régions de Tombouctou et de Taoudéni ainsi que les organisations non gouvernementales et agences des Nations Unies intervenant dans ces régions. Il vise globalement à contribuer à une planification détaillée sollicitée par l'État, les ONG et les agences des Nations Unies à l'échelle régionale afin de répondre efficacement aux besoins d'assistance alimentaire et appui aux moyens d'existence au titre de 2023. Cet atelier vient à point nommé afin de nous permettre de mieux coordonner nos réponses à la veille de la période de soudure, durant laquelle les besoins des populations pour accéder à l'assistance humanitaire seront encore plus pressants et accrus. Au cours des travaux de 2 jours, il sera question pour les acteurs de présenter les conclusions et recommandations de l'atelier national de planification tenu à Bamako du 16 au 19 mai dernier. Passer en revue la planification détaillée de chaque structure, organisation et agence dans les communes des deux régions et adopter le positionnement des acteurs tout en clarifiant les modalités d'intervention et les rations alimentaires face à l'urgence. Permettez-moi de remercier très sincèrement les plus hautes autorités du Mali pour l'attention particulière accordée aux questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au regard des multiples défis auxquels fait face le Mali en ce moment. De la fin des travaux sont attendus un certain nombre de recommandations pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Ouverture dans la cité des rails de la session de formation sur la gestion des conflits au profit des animateurs des médias communautaires et des activistes blogueurs. L'initiative est du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale en vue de renforcer leurs capacités en technique de communication sensibles aux conflits. Moriba Keïta. Cette formation des acteurs de médias et activistes blogueurs est nécessaire en ces moments cruciaux de la vie de notre nation. La crise politico-sécuritaire que connaît le Mali depuis 2012 traduit par la multiplication des foyers de tensions généralement alimentés par des mauvaises communications. Un journaliste sensible au conflit est un journaliste de paix. Il peut même être un médiateur qui facilite le dialogue entre toutes les parties au conflit en créant un cadre propice aux interactions dans l'espace public. En période de conflit, fournir l'information fiable au peuple exige des compétences journalistiques et supplémentaires. Les diffuseurs de l'information doivent être conscients de l'impact potentiel de l'information diffusée sur l'opinion publique et ipso facto sur l'évolution des conflits. Les médias sont une force sociale puissante en tant que source d'information et en tant qu'outil de formation d'opinion. Or, il est à constater de nos jours que l'insuffisance des formations qualifiantes pour l'exercice du métier de journalisme constitue un facteur qui affecte dangereusement la diffusion d'informations correctes. Prennent part à cette session de formation qui durera 3 jours une vingtaine de communicateurs et activistes blogueurs venus de tous les cercles de la région de Caille. Le mouvement des travailleurs croyants du Mali MTC Mali et ses partenaires ont fait un plaidoyer pour l'ensemble des droits des travailleurs domestiques. Cette interpellation vise à amener les autorités à ratifier la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail OIT pour cette couche vulnérable. On en sait plus avec Salif Ouedrago. Le mouvement des travailleurs croyants du Mali s'engage à valoriser les droits des travailleurs domestiques. C'est pourquoi il plaide auprès des autorités pour la ratification de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. L'objectif voulu est de sensibiliser d'abord les travailleurs domestiques eux-mêmes pour qu'ils se rendent compte qu'il y a une convention qui défend leurs droits. La ratification de cette convention et son application permet d'offrir de meilleures conditions de travail aux aides ménagères. Je puis vous assurer que votre appel ici, dans le cadre de ce plaidoyer, a été entendu et sera porté à qui de droit.
il est vraiment important que nous nous donnons la main pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces humains-là. Parce que à l'allure et voir certaines violences à certains niveaux, ils méritent un meilleur traitement. En attendant, les responsables du mouvement des travailleurs coréens du Mali demeurent convaincus que pour un lendemain meilleur et promoteur des travailleurs domestiques, il faut la prise en compte de leurs droits. 3 associations d'ouvriers de bâtiments viennent de rejoindre les rangs de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Cette affiliation a été rendue possible grâce à l'implication du syndicat de l'industrie du bâtiment, bois et matériaux du Mali, Sinababcom. Mohamed Namakeita et Yacouba Kone pour le compte-rendu. Ces ouvriers, maçons, ferrailleurs et autres travailleurs du secteur du bâtiment étaient fortement attendus ce jeudi 25 mai dans la cour de l'UNTM pour rencontrer le secrétaire général. Objectif, expliquer les motivations de leur adhésion à cette structure. Et on veut aujourd'hui que nos ouvriers soient des ouvriers de qualité, des ouvriers très bien formés et qui contribuent dans le secteur du développement. Occasion pour le secrétaire général de l'UNTM de prodiguer des conseils aux nouveaux membres du syndicat. Si déjà il y a des conventions au niveau international qui les protègent, qui les amènent vers ça, si au niveau interne il y a des difficultés, notre souci c'est de faire en sorte que l'État puisse prendre en charge. À partir du moment où l'État a signé des conventions relatives à cela, et l'État doit pouvoir vraiment faire en sorte que ces conventions soient ratifiées. Et si c'est déjà ratifié, qu'on fasse tout pour qu'on puisse faire la mise en œuvre de l'ensemble, en tout cas, de ces outils. Heureux d'avoir été reçus par les patrons de l'UNTM, les ouvriers de la chaîne du bâtiment s'engagent désormais à jouer pleinement leur rôle de syndicalistes. Nous avons plusieurs difficultés dans ce métier d'ouvrier du bâtiment. Nous n'avons presque pas les mêmes droits que les autres travailleurs du pays. Pourtant, nous sommes majoritairement des jeunes. Nous souhaitons changer cette situation pour être encore plus utiles pour le pays. Le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, et les nouveaux membres du syndicat se sont quittés dans l'espoir de se retrouver bientôt pour la cause des droits des travailleurs. La mairie de la commune urbaine de Ségou a restitué publiquement ses comptes administratifs 2022. Cet exercice démocratique a permis de partager avec les citoyens contribuables et bénéficiaires de comprendre les acquis, les difficultés rencontrées et de proposer des solutions pour une bonne gestion et une bonne gouvernance locale. Foussini Samaki. Au cours de cette séance de redevabilité, les membres du conseil communal de Ségou, les représentants des partenaires au développement et populations de la commune urbaine de Ségou ont échangé sur plusieurs points. Au nombre de ces points, le fonctionnement des organes et services propres de la commune, l'état d'exécution du plan de développement économique, social et culturel, le compte administratif 2022 qui a enregistré un taux de réalisation de 80,13%. Cette année, nous avons pu réaliser en recette 83% contre 82% de dépenses. Donc, toutefois, nous avons toujours des difficultés relatives à la mobilisation surtout de la TDRL, la taxe de développement régional et local, qui n'a pas atteint 5%. Nous avons pu réaliser un certain nombre d'infrastructures, notamment une école au niveau du second cycle d'Angoulême, les voies d'accès au CESCOM de Missira, les voies d'accès à l'école de la Comatex. Les populations contribuables apprécient cette restitution publique qui permet aux citoyens d'avoir un regard sur la gestion des collectivités décentralisées. Ça crée aussi la confiance entre les élus et la population, les contribuables. Moi, je voudrais dire que la population s'acquitte d'abord de ses devoirs vis-à-vis de la mairie. L'exercice peut renforcer non seulement la confiance entre population et élus, mais aussi les capacités des organisations de la société civile en matière de suivi budgétaire afin de mieux contribuer à la gestion transparente des ressources publiques. La restitution de la gestion du compte administratif de la mairie s'inscrit dans la politique de décentralisation et de bonne gouvernance du Mali.
Lancement à Tombouctou de la 19e édition de la campagne pour la promotion de la planification familiale. Pendant 30 jours, les structures d'accueil seront renforcées pour réussir la campagne. Yaya Tandina. Le secteur privé, un levier sûr de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale, est le thème de cette 19e édition de la campagne en faveur de la planification familiale. Cette édition 2023, qui s'étale sur 30 jours, est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est à la faveur d'une grande mobilisation des acteurs de la santé, des femmes allaitantes et autres couches de la société, partenaires techniques et financiers, que la campagne a été officiellement lancée au CSCOM de Belafarandé à Tombouctou. Nous sommes tous unanimes sur l'importance de soutenir la campagne au regard du faible taux de la prévalence contraceptive dans la région de Tombouctou. Pendant cette période, la stratégie qui sera adoptée est le renforcement des services de prestations habituels, l'implication des leaders communautaires et la jeunesse pour soutenir les personnes déplacées et victimes de violences. J'invite l'ensemble de la population à intensifier la communication sur les services de planification familiale et la nécessité de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, car ce sont des maladies intimes et très dangereuses. C'est par la visite des locaux et la présentation des différentes méthodes contraceptives que la cérémonie a pris fin. Même exercice à Mopti. Pendant un mois, plusieurs activités seront menées afin de relever les taux d'utilisation des services de planification familiale. On en sait plus avec Boubacar Sankari. C'est parti pour la campagne nationale de la planification familiale PF en 5e région. Une campagne qui vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers l'accroissement du nombre de nouvelles utilisatrices de PF et de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et du sein. Dans la région sanitaire de Mopti, le taux d'utilisation des services de planification familiale est de 8% en 2022 contre 7,20% en 2021. La prévalence contraceptive pour les méthodes modernes est passée de 12,87% en 2021 à 19,1% en 2022. L'UNFPA œuvre constamment à l'amélioration de l'état de santé des femmes et des filles. Pendant un mois, les acteurs de la planification familiale vont mener plusieurs activités. Il s'agit entre autres d'informer la population sur les inconvénients de la grossesse non désirée et sur les avantages et les limites des méthodes contraceptives et orienter la population vers les services de contraception modernes. J'invite tous les leaders politiques, coutumiers et tous les décideurs de la région de Mopti à un engagement constructif en faveur de la planification familiale pour une jeunesse épanouie et un développement durable de notre région. Un sketch sur les avantages de la planification familiale et la prestation d'artistes locaux ont meublé le lancement de cette 19e édition de la campagne nationale de la PF en 5e région. En 3e région, plus de 20 patientes ont été prises en charge à l'hôpital de Sikasso lors de la première campagne 2023 de lutte contre la fistule obstétricale. Une campagne soutenue par le projet Momentum pour la chirurgie sûre en obstétrique et en planification familiale de l'USAID. Le coût de la campagne pour la région de Sikasso est de plus de 20 millions de francs CFA. La gouverneure de Sikasso a rendu visite à ses patientes dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Compte rendu, Moustapha Doumbia. Il s'agit de la première campagne de prise en charge de la fistule obstétricale au titre de l'année 2023. Une campagne de 10 jours organisée avec l'appui du projet Momentum pour la chirurgie sûre en obstétrique et en planification familiale financé par l'USAID. Le thème de la campagne est les mesures préventives, facteurs contributifs pour accélérer l'élimination de la fistule obstétricale au Mali. La vision de plus haute autorité, c'est zéro fistule. Au Mali, c'est possible. Et nous avons fait cette activité de prise en charge des cas malades déjà avec l'appui de notre partenaire pour recenser nos sœurs qui sont victimes de cette pathologie et faire une campagne de prise en charge au niveau de l'hôpital de Sikasso. Nous avons formé 20 chirurgiens de la fistule au Mali qui ont mené vraiment cette campagne, que ce soit ici à Sikasso, à Kouloukoro et dans tous les pays, avec des bons résultats. Les résultats de la campagne au niveau de l'hôpital de Sikasso ont été présentés aux autorités administratives et politiques. Des résultats à l'actif des services techniques et des partenaires. Lors de cette campagne, on a opéré 22 patientes.
Il y en a qui ont eu cette fissure suite à des accidents domestiques, mais la majeure partie ont été victimes de cette pathologie suite à une dystocie. C'est un accouchement prolongé. Il va falloir faire une sensibilisation au niveau de nos zones rurales pour éviter d'abord les mariages précoces qui sont généralement cause de cette maladie. Sensibiliser les leaders religieux. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est marquée à Sikasso par une conférence organisée par l'Association des sages-femmes sur le thème de la journée. L'ambassadeur du Mali a projeté son tout premier documentaire intitulé Notunga vendredi soir au Ciné Magica. Le documentaire nous parle du parcours de 4 franco-maliens membres de l'Union des ambassadeurs du Mali qui ont décidé de venir s'installer au Mali et s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Suivons ce petit voyage entre Paris et Bamako à travers le cinéma avec notre reporter Souleymane Sidibé. Ils sont 4 franco-maliens à abandonner la vie européenne pour venir s'installer au Mali, pour contribuer au développement économique de leur pays d'origine. Il s'agit de Yasmine Sissé, Fatoumata Sougouna, Oudi Keita et Bachir Diallo. Les 4 jeunes nous retracent leur histoire de Paris à Bamako dans ce documentaire de 2 heures intitulé Notunga. Le documentaire parle de notre histoire, de l'histoire de 4 personnages qui ont fait le choix de s'investir pour le Mali, qui ne sont pas forcément nés ici, certains oui, d'autres non, mais qui à travers un parcours unique, chacun réussissent à écrire ensemble une page de l'histoire. Bon, c'est des messages de détermination pour montrer que le retour est certes semé d'embûches, mais que c'est possible, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tous les projets que nous portons. Les invités, impressionnés par le parcours de ces jeunes gens, apprécient leur initiative et invitent d'autres jeunes de la diaspora à s'inspirer d'eux. C'est pour dire qu'effectivement, ces jeunes issus de la diaspora n'ont en aucun moment oublié leur pays et entendent contribuer à son essor économique. Je me suis senti voyager, je me suis senti reconnu et j'ai vu la résilience de cette communauté. Effectivement, aujourd'hui, la diaspora se structure, elle s'organise, elle est devenue une force de proposition et elle veut obtenir des réponses notamment sur le transfert de technologies, des réponses notamment sur les fonds, comment avoir des fonds, voilà, et être accompagné par divers programmes, dont le programme Seguinso de l'Union des ambassadeurs. Le documentaire Notunga sera bientôt traduit dans plusieurs langues locales et projeté dans d'autres pays de l'Afrique afin de sensibiliser les migrants de retourner dans leur pays d'origine. Page noire de cette édition, Djeneba Kone n'est plus artiste de son état. Djeneba Kone a répondu toujours présente à tous les grands événements de la région de Koulikoro. Ils étaient nombreux hommes politiques, artistes et autorités administratives à lui rendre un dernier hommage. Reportage Ousmane Kouita. Arrachée à notre affection, ce 2 juin 2023, Djeneba Kone est partie à jamais à 58 ans. Elle est née à Katiboko et a commencé à chanter depuis son jeune âge. Elle a répondu présente à tous les grands événements de Meguetan en particulier et en général ceux de la deuxième région entière. Notre chanteuse a également participé aux différentes compétitions des biennales artistiques et culturelles comme soliste de la troupe de Koulikoro dans les années 1980. Djeneba m'a toujours considéré comme son père. Elle était une femme très sage avec tout son talent d'artiste. Elle nous a laissé un grand vide. Djeneba n'était pas seulement ma femme, elle était tout pour moi. Djeneba, c'était quelqu'un. Elle avait un profil de rassembleur dans notre famille. C'était notre grand sœur à nous tous. C'était l'aîné de la famille. Elle était toujours là pour ses frères et sœurs. Elle avait la cohésion familiale. Artiste émérite, Djeneba Kone a consacré toute sa vie à la chanson, surtout à celle du terroir. Nous ne pourrons plus retrouver une chanteuse comme elle, tellement qu'elle s'est spécialisée dans les chants de masques et marionnettes. J'ai beaucoup travaillé avec Djeneba Kone. Elle était une sœur, une conseillère pour nous les DJ animateurs. Elle était humble et elle incarnait la sagesse. Djeneba a toujours opté pour le développement de Koulikoro.
Djeneba Kone s'en est allée en laissant derrière elle 2 enfants, plusieurs collaborateurs et amis inconsolables. Après la prière mortuaire à Katibougou dans sa famille, elle repose désormais au cimetière de Katibougou. Que son âme repose en paix. Ainsi prend fin ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.